Bonjour à tous, bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brott avec vous, exceptionnellement en l'absence de Jean Gounel, seulement en compagnie, désolé de le présenter comme ça, c'est de Sydney Faux. Comment ça va? Ça va très bien, Oli. Merci beaucoup. Et toi? Ça va super bien. On va conclure notre année 2021 à Loin de Sans Foot avec cette émission. On va jaser tirage de Ligue des champions des deux côtés de l'Atlantique, retraite de Sergio Agüero. On va répondre aux sujets chauds en fin d'émission également. Bref, question de ne pas perdre de temps, on va se lancer dans le vif du sujet, si tu le permets, avec notre segment à domicile. On va commencer, avant de parler du fiasco de ce qui est arrivé en Europe pour la Ligue des champions de l'UEFA, Ligue des champions CONCACAF. Euh, Scénario de rêve ou scénario catastrophe pour le CF Montréal de se ramasser face à Santos Laguna en huitième de finale? Il y a l'aspect historique, évidemment. Je pense que c'est pas compliqué de vendre à quel point ça peut être une affiche intéressante, qu'il y a du bagage après le parcours en 2009, parcours qui s'était fini en queue de poisson. En même temps, sportivement, tu aurais peut-être pris une équipe de moins grande envergure. Oui, tout à fait. C'est vrai que sportivement, les autres équipes MLS sont mieux loties que le CF Montréal avec des adversaires Honduras, du Costa Rica Mhm. et d'Haïti. On a tiré la seule équipe mexicaine pour Montréal, sachant qu'ils étaient en chapeau 1 et que c'était Exact. seulement Santos Laguna qui pouvait avoir. Et je pense que plus pencherait vers le scénario de rêve, car la Ligue des Champions dans l'imaginaire collectif montréalais a un prestige et je pense que Santos Laguna permet de rester dans cette continuité-là. Et effectivement, sera compliqué. On le sait très bien, les équipes mexicaines sont au-dessus dans la zone CONCACAF. Mhm. Ils ont plusieurs avantages d'un point de vue d'investissement, c'est clair, donc de talent, c'est deux. Et le Ouais, troisième avantage qui est indéniable, c'est que le championnat de clôture mexicain aura déjà repris et Santos Laguna ouais. aura 5 matchs compétitifs dans les jambes au moment d'affronter Montréal. Et c'est sûr que c'est très compliqué pour une équipe qui, elle, fera son premier match compétitif contre Santos Laguna avec un effectif qui pourrait être un peu remanié et tous les automatismes qui seront à construire durant cette double confrontation. Ce qu'on sait sur 2022, même s'il y a un paquet d'inconnus, comment ça va fonctionner avec là, la COVID, je veux dire, c'est pas sur une bonne trajectoire. En même temps, ça a le temps de se redresser d'ici la mi-février ou le début du mois de mars. On sait que ça va partir en coup de canon avec la Ligue des champions, la MLS qui va commencer rapidement aussi le 26 février. Euh, je veux t'entendre sur le reste du calendrier parce que c'est sorti, contrairement à cette année où il y avait des longues pauses. Il y avait des portions de calendrier, et là, je parle du calendrier MLS, c'est des portions très, très, très condensées. Je pense à l'automne, par exemple, où tu as eu deux séquences de 7 matchs en 21, 22 jours, avec des pauses de 2 semaines pour des trêves internationales entre les deux. Euh, du côté du CF Montréal, c'était pas la même chose pour toutes les équipes de MLS, mais à la fin du mois de mai, souviens-toi, c'était du 29 mai au 23 juin. Je pense qu'il y avait une énorme pause entre les deux. C'est à ce moment-là qu'on avait appris que Jason DiTullio allait pas revenir avec l'effectif à temps plein, du moins en raison de la maladie. Là où je veux en venir, c'est que l'an prochain, quand tu regardes le calendrier, je l'ai fait très rapidement, il n'y a pas ces longues pauses-là. En même temps, il n'y a pas les portions aussi chargées qu'on a vues cette année. Il y a une des grosses choses, puis là, je ne veux pas juste parler de calendrier, je veux ramener ça sur le plancher des vaches à l'aspect sportif. Une chose qui a été très bien faite au début de l'année, c'est qu'on a fait tourner l'effectif et 2 mois après le début de la saison, Wilfried Nancy, plutôt que de se tourner vers des gars qui n'avaient pas joué, se tournait vers des gars qui avaient quand même eu des minutes depuis le début de la campagne. Est-ce que tu t'attends, étant donné que le calendrier va être moins chargé dans une même semaine, est-ce que tu t'attends à moins de rotation d'effectifs en 2022? Oui, 100%. Si on se fie à la fin de l'année dernière, il y avait très peu de rotation et très peu de changements dans le 11 Ouais. partant, Et pourtant, c'était sauf très condensé. Tu fais bien, tu sais, pourtant, les matchs venaient vite, là. oui, je pense que comme sauf suspension, blessure ou C'est très vrai. peu d'exceptions où on était capable quand même de nommer facilement 8 joueurs du Du 11 11. partant. Donc je m'attends pas à beaucoup à tant de rotation. Je m'attends à peut-être un 11 encore plus établi en termes de statut. Ça, je te parle Mhm. sans avoir fait la liste de Noël des nouveaux joueurs Ça qui viendra pourraient tantôt, ça.
qui pourront bousculer la hiérarchie établie. Mais non, je pense que Wilfried Nancy a bien commencé en donnant la chance aux coureurs et permettant à beaucoup de joueurs de se faire valoir. Et ensuite, ceux qui montraient satisfaction se sont installés tranquillement dans le 11 partant. Et puis, je m'attends à ce que ça reste un petit peu comme ça et que c'est à ceux qui étaient sur le banc, voire en tribune, d'aller combler l'écart qui s'est installé dans la fin de saison. Il y a deux joueurs qui étaient prêtés cette année, Jonathan Sirois, gardien de but, et Karifa Yao. Il y en avait d'autres, là, mais ça, c'est deux joueurs qui ont eu des saisons en CPL avec distinction. Qu'est-ce que ça dit d'abord sur la réussite de leur saison et la suite? Parce qu'à quelque part, là, j'exagère peut-être un peu avec l'expression marcher sur la CPL. Dans le cas de Jonathan Sirois, ça a vraiment été une belle saison. Est-ce que tu peux repartir en prêt dans le même championnat ou est-ce que là, il faut que tu montes de plateau, que ce soit en MLS ou que tu t'en ailles dans un autre championnat encore plus relevé? J'ai de la misère à me faire une tête, moi, à ce stade-ci. Alors pour Sirois, c'est très compliqué. Il vient effectivement de gagner le titre de meilleur gardien, 9 blanchissages avec Ah Valor oui? FC. Puis on a senti quand même que c'était assez unanime qu'il était le meilleur Mhm. gardien de la CPL. Donc je pense que l'expression marcher sur est pas galvaudée dans son cas. Par contre, il arrive à Montréal en tant que troisième gardien Ah oui, c'est ça. au début du camp de préparation. Le gardien, c'est un poste très particulier et je suis pas certain que s'il n'a pas la garantie d'un temps de jeu, chose qu'il va peut-être pas exiger à l'âge de 20-21 ans, que ce soit le meilleur environnement pour lui Mhm. afin de continuer son développement. Donc dans son cas de figure, je serais pas non plus déçu d'un prêt, tout en sachant Il que repart. il faudrait toujours garder l'œil sur lui, comme ça a été fait durant l'année. Donc très bien. Pour Yao, qui lui a eu un titre honorifique donné par les groupes de supporters en tant que meilleur défenseur, lui, ben, il a tout à gagner de la situation actuelle avec le départ de Rudy Camacho et Ah de ouais. Vicky Strona. Il y a vraiment des trous pour lui pour se faire valoir. Une concurrence aussi qui, même si Waterman a très bien fait durant la saison Fin de de saison. Mhm. 2021, est peut-être plus accessible en tout cas dans son esprit et qui permettra comme de pouvoir se donner à 100% durant le camp de préparation. Donc pour Carifayao, pour moi c'est assez évident que lui va rester Mhm. avec l'effectif, mais pour Sirois je suis pas certain que ça peut être que c'est vraiment la bonne solution. Ça, là, c'est vraiment particulier. Puis à quelque part, je pense que c'est un énorme avantage d'avoir un directeur sportif qui était lui-même gardien de but. Il va connaître C'est ça. les subtilités du développement d'un jeune gardien. Parce que là, tu as à te demander, est-ce que tu le renvoies en CPL puis tu confirmes pour une deuxième saison? Sinon, est-ce que tu le gardes à s'entraîner avec les pros et tu joues en première ligue de soccer du Québec? Parce que là, on a appris qu'il n'y aura pas de MLS Next Pro pour, pour le CF Montréal. Euh, Là, tu as l'avantage, c'est tellement particulier parce que tu aurais l'avantage de t'entraîner à tous les jours avec une équipe de MLS. Tu es aussi disponible s'il arrive quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être rappelé d'un prêt comme ça a été le cas quand Clément Diop était blessé. James Pantemis a été placé sur la liste COVID en milieu de saison. En même temps, ce que tu vas chercher à l'entraînement, tu n'iras pas le chercher en première ligue de soccer du Québec où le niveau est en dessous, pas pour toutes les équipes, mais quand même en dessous de ce que tu retrouves en Canadian Premier League. Et ça, c'est sans compter. Tu peux être prêté en Europe aussi. Tu sais, il y a peut-être des équipes de division inférieure, tu ne vas pas être prêté en première division belge. Là. C'est comme Tejan Buchanan fait, lui, avec son transfert à temps plein à Bruges. Mais les options sont tellement nombreuses. Ce que tu rentres dans l'équation, moi, j'ai très hâte d'entendre Olivier Renard là-dessus. Peut-être que d'autres diraient c'est anecdotique le cas d'un gardien numéro 3. Oui, mais non. Regarde ce qui est arrivé avec Maxime Crépeau. Regarde ce qui est arrivé avec James Pantemis. Les gardiens à Montréal, je pense qu'on a appris qu'il faut que tu regardes 2, 3, peut-être 4 ans en avance. Et c'est là qu'on se retrouve avec Jonathan Serrois. Oui, 100%. Et puis, l'essentiel pour lui, c'est de jouer des matchs compétitifs Exact. dont il va se servir comme expérience pour son développement. C'est vraiment l'objectif principal pour lui, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Et je pense qu'il faut être parfaitement à l'aise avec le fait que ça peut être ailleurs et que c'est pas un frein pour lui. L'important, c'est qu'il soit supervisé, que son contrat soit verrouillé et qu'on puisse en tirer les fruits du côté montréalais sur le long terme.
Je te lance une dernière balle courbe avant de passer à ta liste du Père Noël pour le CF Montréal. Jonathan Sirois, est-ce qu'il peut se retrouver? Parce qu'à quelque part, James Pantemis, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé, là, mais il y a eu un point de fracture dans cette séquence-là après le match, entre autres, contre Toronto, où t'encaisses en fin de match. Il y a eu ses commentaires envers Matko Miljevic. Puis là, tout d'un coup, c'est Sébastien Breza, à qui on confiait principalement le championnat canadien, qui se ramasse numéro 1 partout en championnat canadien et en MLS. Est-ce que Sirois peut être numéro 2 puis Pantemis se retrouver numéro 3? Oui, c'est possible. Puis un autre scénario qui est possible, c'est que Pantémis redevienne numéro 1. Il y a eu, il y a eu une volonté de changer pour Wilfried Nancy. Non, mais En gros, Sid, on va juste être honnête, on n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est non, ça qu'on est en non, mais train. oui, parce que c'est pas définitif. Il y a quand Non, même t'as raison. eu un début d'explication de Wilfried Nancy dans la recherche d'un momentum, de Mhm. pouvoir shifter sur l'idée des succès en championnat canadien de Breza et peut-être effectivement que bon, les commentaires peut-être les types de buts qui étaient encaissés par Mhm. Pantémis, notamment contre Philadelphie, puis contre Toronto. Atlanta, pardon, Mhm. contre Toronto sur coup de pied arrêté, peut-être qu'on joue dans la balance. Mais la notion de momentum, c'est quelque chose qui est assez court. Donc, il est tout à fait possible que Pantemis revienne numéro 1 en 2022. Je serais vraiment pas Mhm. surpris de ça. Je pense que c'est une expérience qu'il a dû passer, une leçon apprise, et que c'est pas aussi clair que ça dans la hiérarchie. Oui. Ouais, dans un sens comme dans l'autre. Ça va être fascinant à suivre ça au cours de la prochaine année. Au cours des prochaines semaines maintenant, des prochains jours, en fait, c'est Noël. Tout le monde fait sa liste d'épicerie pour le Père Noël. Si tu es Olivier Renard, Wilfred Nancy ou les joueurs de l'effectif qui veulent s'améliorer l'an prochain pour d'abord bien commencer la saison avec la Ligue des champions, mais surtout bien la finir avec une présence en série, contrairement à 2021, tu demandes quoi? C'est une bonne question. Lorsqu'on considère le 11 partant, il y a un gros trou, c'est celui du Rudy Camacho, dont le Mhm. départ doit être comblé. Je pense que même si Waterman a bien fait dans cette position-là, c'est juste sur 2 matchs maximum ou 3 peut-être qu'il a évolué en centrale. Et je crois que c'est peut-être un gros risque de le considérer à cette position-là et que je peux pas me prononcer sur Corbeau et sa capacité à assumer ce poste-là. Donc, indépendamment, un défenseur central fait partie de ma liste. Ensuite, Tu ne mettrais en pas, tant juste pour enchérir là-dessus, Kamal Miller, est-ce que c'est le gars qui pourrait prendre ce poste-là ou est-ce que le fait qu'il soit sur un côté, et là, on parle du côté d'une défense à trois, là, il n'est pas défenseur latéral, mais ça lui donne la liberté d'aller vers l'avant? C'est comme un aspect que tu as rarement dans un joueur qui joue à gauche d'une défense à trois. Est-ce que tu ne veux pas te priver de ça, donc tu ne le mets pas en défense centrale ou est-ce que tu l'essayerais là, sachant qu'il y a quand même du bagou, il y a de la personnalité, puis il a l'air d'un meneur d'homme en défense? Tu tout dit, aller vers l'avant et gauche, pour gaucher, tu ce joueur-là qui a ces caractéristiques-là qui permet C'est aussi, genre, précieux. comme de pouvoir a appuyer, le piston gauche, en l'occurrence, c'était Mathieu Choignard durant la saison. Donc non, Ouais. moi, tous les très bons matchs de Kamal Miller, c'est des matchs où il arrivait à dépasser régulièrement la ligne médiane et c'est assez rare quand même comme caractéristique, Mhm. même à très haut niveau dans une défense à 3, cette capacité vraiment à aller de l'avant et être rampe de lancement. Donc non, Kamal Miller, moi je le considérais pas comme milieu central au centre, donc comme bon, comme à défaut d'un meilleur terme. Ensuite, dans ma liste d'épicerie, il y aurait liste de Noël, pour rester dans le thème. Il y aura un numéro 8. Je suis pas convaincu que à côté de Hector Wanyama ou même de Samuel Piette, on ait vraiment le bon binôme. Donc c'est quand même deux joueurs qui sont très spécialisés dans le rôle de numéro 6 avec des caractéristiques Mhm. différentes. Un dans la récupération, l'un dans la circulation du ballon, l'autre dans la récupération du ballon. Chacun a les défauts de ses qualités. Mais à leur côté, il y a je pense pas que Ahmed Hamdi, c'est 30 matchs en tant que numéro 8 et je pense que ce lien-là entre la défense et l'attaque est manquant du côté du CF Montréal. Et ensuite, j'irai avec... J'hésite entre entre un... Juste avant encore, excuse-moi, je te coupe là-dessus parce que tu me fais penser à plein de trucs en cours de route. Tu as dit tout à l'heure, cette année, sur la gauche, en parlant de Kamal Miller, c'était Mathieu Choignard qui était le piston. Est-ce que, avant d'enchaîner, je veux juste m'assurer qu'on est sur les mêmes bases, est-ce que pour toi, c'est systématique que Mathieu Choignard est là pour commencer l'année ou tu peux retrouver quelqu'un d'autre là à sa place?
Non, c'est ça, Le ma prochain? 3e, ouais, c'est ça, c'est, OK. soit un piston, soit un ailier, mais pour moi, c'est le même problème de l'animation des couloirs. Je trouve que Mais c'était largement insuffisant et aussi, je pense de plus en plus que Mathieu Chouanière doit avoir, sa chance en tant que numéro 8. ben, Je suis c'était ça persuadé. ma question. C'est là que je m'en allais pour savoir est-ce que tu l'as déjà? Es-tu obligé d'aller le recruter ou faut que tu le libères de son poste dans le couloir? Non, effectivement, c'est lié. Moi, je pense sincèrement que c'est un joueur qui a le volume de jeu, l'intelligence, qui a aussi la vista, qui a maintenant la personnalité pour jouer en tant que numéro 8. Et plus je regardais Amel Hamdi, sans rien lui enlever, et plus je me Mmh. disais, mais qu'est-ce qu'il a véritablement de plus que De Mathieu plus. Chouanière? En tout cas, qu'est-ce qu'il a de plus pour empêcher une concurrence à ce poste-là? Donc, moi, c'est ça que j'aimerais voir. Sachant que malgré, je sais, l'enthousiasme qu'il y a eu sur la saison de Mathieu Chouanière, moi, personnellement, je ne suis pas tant satisfait de sa saison. Je m'attends à des choses un peu différentes d'un piston. Pour schématiser, moi, j'ai l'impression que c'était, si on avait mis Victor Wanyama en tant que piston, c'est ça qu'on avait. Donc, on avait un joueur intelligent qui, dans la circulation du ballon, qui est capable de faire les tâches, aucun problème. Maintenant, d'un point de vue décisif et d'un point de vue comme de la capacité d'amener le ballon comme très proche des zones de vérité, là, j'ai trouvé que Mathieu Choignard a beaucoup à progresser en tant qu'ailier. Mmh. Chose qui fera très facile, avec beaucoup plus de facilité en tout cas Au milieu. au milieu, où je le vois très bien combiné avec des Mihalovic dans ce trafic là. Moi, si je suis Mathieu Choignard, je dis: «Tu viens de me comparer à Victor Wanyama? Ça doit être sur le côté. Je suis bien correct avec ça. Ça va me satisfaire». Je veux revenir à ce qui se passerait au milieu de terrain. Est-ce que pour toi, dans ce cas-là, un Mathieu hey, puis, tu as parlé de ses qualités. Il y a un élément qui a été majeur aussi qu'on a vu. Sa blessure en 2020 lui a fait passer plus de temps dans le gym. Il n'est pas devenu gros comme Victor Wanyama, mais il est devenu plus solide physiquement et ça, je pense que ça fait en sorte que Choignard serait beaucoup mieux équipé physiquement en 2022 pour protéger le ballon. Tu sais, Patrice Bernier, c'était pas le plus gros bonhomme. Il y avait pas beaucoup de gars dans la ligue. Quand tu te plantes les deux pieds, que tu sors les bras, que tu t'assures de tourner le dos à ton adversaire, qui était meilleur pour protéger le ballon. Mathieu Choignard n'est pas là. C'est pas sa plus grande qualité. Mais je pense qu'il est mieux équipé pour le faire. Ceci dit, si tu veux donner un rôle comme celui-là, euh, ce qui s'est bien passé en 2021 avec Choignard, c'est que partout où tu l'as fait jouer, parce qu'il a joué en défense aussi, il a été bon. Que ce soit à droite. En fait, il y avait un standard fiable. Je pense que c'est un peu ce que tu veux dire. Tu savais, tu allais t'attendre à quoi. Et c'était l'inverse, à quelque part, de Lassi Lapalainen, de qui tu Mm. t'attends au dernier flash, au geste décisif, puis le reste, ben, tu n'as pas beaucoup d'attente, alors que Choignard, c'était l'inverse. Peu importe où tu l'as mis, c'était un rendement plus qu'acceptable. Maintenant, si tu l'amènes au milieu de terrain, est-ce qu'il faut que tu commences là? Est-ce qu'il faut que tu le gardes à sa place? Parce que Choignard n'a pas été éclatant dès le début. Tranquillement, il s'est installé. Est-ce qu'il faut que tu commences la saison avec un poste clair dans ta tête, surtout si c'est au milieu de terrain, sachant que c'est un nouveau rôle complètement que tu vas lui donner, ou est-ce que tu peux continuer de le barouetter d'un côté puis de l'autre? Non, idéalement non. Je pense qu'il y a eu aussi un petit peu un petit trou dans la saison de Zachary Brugger qui a fait qu'il il s'est trouvé comme à droite. Je pense qu'en défense, Kisa on le aussi. verra, et de Kisa pas mal. En défense, je pense qu'on le verra plus, à moins d'un système à 4. Et même dans un système à 4, je pense que c'est vraiment un énorme gâchis de l'avoir comme latéral, sachant qu'on va pas jouer à la Manchester City avec un rôle à la Cancelo où tu as, un joueur un peu hybride. Ça, on va oublier ça, même si je pense que pourrait potentiellement avoir ce type de profil, pas de niveau. Attention, les auditeurs, Mhm. je Non, non, non. ne dis pas ce que j'ai dit. Non, moi je pense sincèrement que Mathieu Choignard, surtout qu'avec la perspective de la Coupe du Monde à la fin de l'année, je pense que c'est un joueur qui pourrait potentiellement être dans ce wagon-là. Maintenant, en tant que piston, je le vois pas. Comme par exemple à la finale, je regardais le travail de Richie Laryea, puis je me disais, Mathieu Choignard en tant que piston, il sera jamais dans l'équipe nationale. Mhm. Puis encore une fois, comme j'oublie le nom de celui qui évolue en Turquie, qui a fait un très bon match avec l'équipe canadienne, Adekobé, je pense. Encore une Ouais. fois, pareil, comme c'est comme ça. Enfin, pour moi, il y avait deux coches Mhm. d'écart entre les deux. Par contre, au milieu de terrain. Euh, ben, je vois Mathieu Choignard pour être dans cette discussion. Et je crois que Contribuer. c'est exactement. Je pense que ce serait pour son développement plus intéressant d'évoluer à cette position-là. Et il a vraiment beaucoup de qualités pour surprendre du monde à cette position. Tu sais quoi? Ça résume parfaitement 2021.
dans le cas de Mathieu Choinière, juste le fait qu'on soit en train de se poser ces questions-là, puis qu'on ne soit pas en train de faire du hype avec un gars d'ici juste parce que c'est un gars Non. d'ici. Et la saison 2021 va lui avoir acheté tellement de minutes de jeu, puis ça, je pense qu'il va falloir le saluer, même si ce n'était pas dans un poste parfaitement campé pour lui. 2021, ça va avoir été hallucinant comme progression dans son cas, ne serait-ce qu'en termes d'affirmation chez les professionnels. Y a-t-il autre chose sur ta liste d'épicerie ou c'est complet? Ok, ça c'est sur le terrain, mais après si je commence un peu sur l'administratif, je pense Oh, que ça, hey, tu sais quoi? J'ai été naïf, Sid, mais je m'attendais même pas à ce que tu me sortes du terrain. Là, tout d'un coup, tu m'intéresses. Vas-y. ben, écoute, il y a pas le choix de mettre un président dans cette liste de Noël. C'est clair que un président, une présidente, hein, c'est clair que Youssef Moral doit arriver à avoir un très gros cadeau qui est une personne qui va permettre de mettre en place une vision sur laquelle un maximum de gens vont pouvoir embarquer. Et cette vision-là, elle va avoir plusieurs paliers. Pour moi, il y a un palier qui est évidemment marketing. Cette équipe-là doit apprendre à mieux se vendre, apprendre à mieux raconter ses histoires. Ça passera aussi par la nomination de quelqu'un au poste Mhm. marketing. Une vision qui est beaucoup plus communautaire. Cette équipe-là doit être beaucoup plus proche du monde, par des actions très spécifiques sur le terrain pour aller chercher l'intérêt de tout le monde. Ça passera par la négociation d'un nouveau deal télé, genre comme cette équipe-là a besoin de beaucoup plus d'exposition. Dan Garber en a parlé durant l'allocution, Mhm. les états de la ligue qu'il fait à chaque fin d'année. J'imagine aussi un volet féminin dont on en a parlé. Donc, comme quelle forme ça prendra avec peut-être le programme Excel qui est en place à Soccer Québec, une forme d'académie, genre comme d'échange de compétences. Je sais pas, mais il y a plusieurs piliers sur lesquels le club doit s'appuyer pour vraiment véritablement prendre sa place et mettre en place la vision qu'il souhaite avoir. Donc, pour moi, l'administratif, c'est un très très gros item sur la liste de Noël. Et la dernière chose que je dirais entre les deux, entre sportif et administratif, c'est j'en souhaite une vente. J'en souhaite vraiment véritablement que cette équipe-là soit en mesure de faire une vente. Qui ce sera? Mihalovic, Miller, Mhm. Broguillard, je sais pas, mais cette équipe-là doit rentrer dans le football business et d'être capable de vendre des joueurs. Je pense que ça fera du bien En janvier? au fondateur. Non, pas nécessairement en janvier, peut-être OK, à l'été prochain, mais je pense que je comprends. c'est important, c'est important qu'il y ait une vente, c'est important que le fondateur, propriétaire de l'équipe, voit aussi cet aspect-là, sur Mhm. ses lignes de budget. Il faut absolument que l'équipe soit en mesure de savoir vendre, oui. Tu sais quoi? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. D'un point de vue philosophique, moi, je suis prêt à dire attendez le temps que vous voulez, en autant que vous trouvez la bonne personne pour assurer la présidence, la succession à Kevin Gilmore. Ceci dit, sachant que là 2022, tu as un paquet de questions en suspens, d'abord, et surtout, ça commence fort et tôt. Cette année, tu as eu le rebrand au mois de janvier, mais ta saison ne commençait pas avant le mois d'avril et tu étais délocalisé. Là, tu commences fort avec, en février, des matchs au stade olympique. On le voit, le scénario, là. Y a-tu du buzz? Y a pas de buzz? La chicane avec les supporters? Les billets se vendent-tu? Ils se vendent pas? Il va y avoir toutes les mêmes histoires habituelles. C'est pour ça que tu veux pas forcer la note, tu veux t'assurer d'embaucher la bonne personne. Mais si tu ne l'as pas fait avant de reprendre, que ce soit l'entraînement avec le camp qui va arriver en janvier, mais surtout les matchs, eh boy, que là, le groupe de propriétaires doit trouver une stratégie en attendant pour créer, je ne veux pas dire de l'intérêt, mais une trame narrative qui est inspirante et qui dit aux gens, hey, on sait quand même où on s'en va. Là. Tout n'est pas en suspens en attendant qu'un sauveur arrive à la présidence du club. Et moi, ça, c'est l'aspect qui m'inquiète. C'est pour ça que je suis tiraillé un petit peu. À quelque part, je dis, attendez en juin, si vous avez la bonne personne puis qui est en train de finir un mandat en Argentine ou aux États-Unis ou dans le Montréal Inc., attendez. Moi, je suis prêt à vivre avec ça. Ceci dit, si c'est une question de choisir entre des candidats que vous avez déjà sous la main, faites-le vite parce que la mi-février, Sid, là, ça s'en vient, puis il y a toutes les discussions qui vont revenir. En ce moment, tout le monde parle de la COVID, tout le monde parle du temps des fêtes, de la guerre des CPE qui ferment. C'est ça la préoccupation de ton marché. Dans pas long, quand on va arriver le 3, 4, 5 janvier, que les gens vont revenir à la maison,
Ça va être les mêmes discussions, puis là, on va commencer à poser des questions sur les ventes de billets, etc. Puis je pense que ça, c'est pas une recette gagnante si tu n'as pas des réponses toi-même à mettre de l'avant comme organisation. Oui, 100%. Dans le contexte du CF Montréal, j'ai du mal à imaginer que d'ici juin, il n'y aurait pas de nomination. Puis je comprends parfaitement ton Non, point. ouais, ouais. Dans l'image publique d'une organisation sans gouvernance, je ne pense pas que ça paraît très bien. Puisque là, on a une situation où on se rend compte que qui était le numéro 2 et qui était le numéro 3. On n'a pas de personnalités qui ont émergé depuis le départ de Kevin Gilmore qui fait en sorte Olivier Renard, qu'on pourrait. d'un point de vue sportif, mais d'un point de Oui, vue business, tu as tout d'un à point de fait raison. Mhm. oui, d'un point de vue sportif, tout à fait. Mais en même temps, on a l'impression que il manque de gens qui peuvent émerger dans cette situation où je pense que c'est pour nous faire accepter une transition ou quelque chose d'intérimaire et ça je trouve que le juin, ce serait loin Oui, oui. pour une équipe sans cette gouvernance-là. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui paraît. Qui paraît. Je l'avais dit au dernier épisode ou à l'avant-dernier qu'il y a sûrement des projets qui sont déjà en place, qui sont déjà décidés et qui vont faire le début 2022. Maintenant, pour ce cap-là, surtout, puis sur dire comme quel type de club on veut être, sachant que mine de rien, cette période-là, c'est aussi la période de renouvellement d'abonnement de saison. Oui, Donc c'est exactement. quand même une période qui est très cruciale. C'est important d'avoir ce président-là qui va te dire bon, mais très bien, voilà, comme est-ce que moi j'ai envie d'embarquer dans ce type de discours et d'action ou pas. Et c'est le défi du CF Montréal aujourd'hui. Oui, et juste pour conclure là-dessus, quand je disais au mois de juin, c'est si tu as vraiment quelqu'un qui a un terme qui se finit en, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, en consultation ou un contrat qui se termine en mai, puis tu es capable d'annoncer qu'on a notre personne, là. C'est juste qu'elle va se joindre, puis à la limite, tu la dévoiles, cette personne-là, mais son travail effectif au quotidien, sans dire qu'elle ne peut pas contribuer d'ici là, commence seulement à l'été, puis que tout le monde est emballé, c'est la bonne personne, elle a du charisme, la connaissance du marché sportif, la connaissance de la business aussi, mais là, peut-être que tu pourrais le faire passer. Mais, je vais mettre un bémol à mes propres commentaires, est-ce que c'est le genre de rigueur, de processus d'embauche que le CF Montréal a montré et l'impact a montré au fil des ans? Pas tout à fait. Combien de fois on a dit, vous avez interviewé combien de candidats? Ben, un, là, tu sais, le premier coup de fil, là, il était vraiment convaincant, puis on est allé avec cette personne-là. C'est pas arrivé juste une fois, là. C'est arrivé très, très, très souvent dans le passé. Bref, très hâte de savoir comment ça se passe, ce processus d'embauche-là. On va continuer, Sid, si tu le permets, avec notre segment en temps additionnel. Et explique-moi comment, en 2021, la technologie de l'UEFA ressemble à un Zoom poche qui lag, qui ne fonctionne pas, avec les caméras qui sont à l'envers. Comment la Ligue des champions se ramasse à annuler son premier tirage au sort pour la ronde des 16 et en refait un autre 3 heures plus tard? Et en plus, c'est le Paris Saint-Germain, tu regardes qui tu te ramasses à affronter après ça, c'est le Real Madrid. Quel fiasco de la part de l'UEFA. Oui, 100%, un fiasco qui a été d'ailleurs reconnu par Ceferin aujourd'hui en disant que c'était 100% de leur faute. C'est sûr qu'ils ont au début essayé de mettre ça sur le dos d'un bug technique, mais il y avait une incompréhension de leurs propres règles et pas assez de formation et de briefing des personnes. Oui. Explique-moi comment, OK? Jeff Bezos est capable d'envoyer du monde dans l'espace. Puis on n'est pas capable de mettre deux critères dans la machine de l'ordinateur qui t'aident à faire ton tirage au sort. C'est pas compliqué. Tu peux pas affronter les équipes qui étaient dans ton groupe. Tu peux pas affronter les équipes de ton pays. Écoute, t'es pas en train d'envoyer une fusée dans Ouais. l'espace. Je pense ils l'ont mis sur le côté technique, mais c'est surtout une erreur humaine qui est d'ailleurs très souvent le cas dans ces bugs dits techniques où effectivement on a fait ça un petit peu à la va-vite. Je sais pas si le décalage du match de Villarreal contre Villarreal Atalanta qui s'est joué le lendemain, un jeudi, a joué dans cette confusion, mais souvent la FIFA, l'UEFA a tendance à avoir des ambassadeurs, des têtes voilà, d'affiches pour faire un peu joli, et qui, bon, ben, on les prend, on tourne les boules, etc. Et quand on regarde le tirage au sort,
les erreurs auraient pu être corrigées, mais bon, comme on avait clairement des personnes qui comprenaient pas rien à ce qui se passait et qui même s'attendaient sûrement à tirer Barcelone parmi dans les boules. Et puis oui, non, en termes d'image, c'est catastrophique, sachant que ça touche directement aussi un club dans lequel tu es en conflit ouvert, le Real Madrid, Mhm. qui vraiment a sauté à pieds joints dans l'idée d'indiquer que l'UEFA est une organisation qui est un peu perdue un peu dans ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est vraiment pas une bonne ce serait à la fois anecdotique si on parle pas d'une industrie genre, de milliards et dont les enjeux sont quand même assez colossaux. Parle-moi de la CAN maintenant. Ça fait toujours jaser parce que la Coupe d'Afrique des Nations se passant en plein milieu du calendrier européen, il y a toujours un tiraillement entre les clubs, les sélections, les joueurs qui sont pris entre les deux parce que tu veux aller représenter ton pays. Tu sais, puis c'est vraiment une particularité. Moi, j'aime pas les comparaisons entre les sports nord-américains puis ben, le soccer. Le sport comme on le vit en Amérique du Nord, puis le sport comme on le vit ailleurs, aller représenter ton pays en pleine compétition, ben, tu vas quand même le représenter. Là, on est comme passé à un autre niveau là, dans les conflits avec la CAN. Oui, donc c'est vrai que là, il y a une offensive assez agressive de l'association européenne des clubs, ICA, qui par voie de communiqué de presse a vraiment menacé la CAF de ne pas libérer ses joueurs en exigeant des protocoles Covid Mhm. plus rigoureux. Bon, chose qui est un peu ironique, sachant à quel point le Covid entraîne d'attaquer beaucoup Explosé de. partout. Ouais. Ouais, d'exploser partout, notamment avec le match entre Tottenham et Rennes qui s'est pas joué, et le match entre Tottenham et Leicester qui se jouera pas en fin de semaine. Donc c'est un prétexte qui, derrière ce prétexte-là, il y a toujours cet enjeu-là d'une CAN qui se déroule au mois de janvier, qui fait en sorte que de nombreux joueurs africains sont sollicités par leur nation, et qui dérange énormément. Et on a vu les propos de Klopp qui avaient été extrêmement mal reçus lorsqu'il a discuté de ce tournoi, en parlant ironiquement d'un petit tournoi, mais en même temps, on sait très bien qu'il serait sûrement pas permis d'avoir ce type de commentaires au sujet de l'Euro. Et on sait L'Euro. aussi que avec la présence de Keita, de Mané, de Salah et peut-être même Matip Mhm. du côté du Cameroun, c'est un des clubs un des gros clubs qui est le plus affecté par la CAN. Donc maintenant, on a cette situation. On a aussi une guerre d'influence entre l'Égypte et la CAF, et tout ce petit monde conspire, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas ont des intérêts communs à déstabiliser cette compétition qui aura lieu à partir du 9 janvier au Cameroun, qui a déjà été reportée de 2021 à de 2022 aux grandes dames de la Côte d'Ivoire qui avait l'édition Mhm. qui elle-même s'est vue repoussée d'une année. Et on a effectivement dans une organisation d'événements beaucoup de couacs, hein, ça arrive, mais ils sont un peu magnifiés pour justement à- allez, divertir l'idée que c'est possible que la CAN soit annulée. Elle ne sera pas reportée, c'est quasiment impossible qu'elle soit reportée. Il y a beaucoup trop d'enjeux qui sont en cours, donc on parlerait quasiment d'une annulation pure et simple. Euh, Au jour d'aujourd'hui, j'y crois peu, Mhm. mais il y a une discussion qui est beaucoup plus centrale sur cette fameuse guéguerre entre les clubs et les Ouais. nations. Vaïd Aïlozic du côté du Maroc mentionnait qu'il y a des joueurs qui sont menacés d'avoir un temps de jeu coupé, d'être transférés. On a des pressions internes. On sait aussi que ça arrivait du côté de Nice, qui a quand même quelques joueurs algériens. Il y a eu un conflit Mhm. entre Galtier et Belmadi à ce sujet, au sujet de Andy Dolor, qui avait dit qu'il mettrait la Mhm. sélection de côté et qui espérait être appelé pour la Coupe du Monde. Bref, il faut mettre du clair. Il faut que la FIFA et l'UEFA rentrent dans cette discussion. L'UEFA a beaucoup à perdre à se mettre à dos l'Afrique. C'est énormément de voix dans tous les congrès, assemblées de la FIFA. Mhm. Un conflit entre l'UEFA et la CAF ferait en sorte que toutes les décisions que l'UEFA voudrait porter du côté de la FIFA, elle serait incapable de le faire parce que l'Afrique voterait systématiquement contre elle. Et on peut passer très rapidement de 13 ou à 16 équipes européennes en Coupe du Monde à 5-6.
si on commence à faire du lobby avec les autres continents pour mettre l'UEFA en difficulté. Donc, je crois que c'est important maintenant que ces fédérations-là se parlent, que oui, mettre la pression sur le Cameroun pour que les choses soient bien faites, pas de problème avec ça. L'idée de bloquer les joueurs et de décrédibiliser cette compétition-là, ça, comme je suis moins d'accord. Il y a deux choses que je retiens là-dedans. Une qui me choque énormément, puis une autre un peu moins. D'abord, ça me choque d'entendre qu'il y a peut-être des jeux de coulisses et de la politique dans le monde du foot. Ça me jette à terre en ce moment. La deuxième chose qui me choque un peu moins, j'ai l'impression que cette relation-là tendue, parce que tu dis entre les nations et les nations africaines, c'est pas la même réalité. Tu sais, t'as les nations sud-américaines, mais il y a souvent cette idée-là que, et c'est une idée préconçue, qu'on n'est pas assez organisé en Afrique, que c'est une compétition de second ordre, quand au final, on dirait pas ça, la Copa América. Tu sais, tu parlais de l'Euro tantôt, nous, on a une proximité, mais tu dirais pas que la Copa América, quand Lionel Messi va la gagner, une compétition de second ordre. Tu sais, il y a souvent cette idée-là, puis je pense que à quelque part, ça vient toucher l'orgueil de tout un continent. Et ce que la COVID a fait dans cette situation-là, c'est pas nécessairement créer un conflit, c'est amplifier le malaise, le conflit et le tiraillement qu'il y a entre les parties. Et ben, la COVID, je pense, a fait ça dans bien, bien des départements. Amplifier soit ce qui se faisait de bien ou ce qui se faisait un peu moins bien dans ce cas-là pour la Cannes. Petit Mais commentaire excuse-moi, peut-être. comme Oui, vas-y. je veux juste faire du pouce un petit peu sur l'idée que c'est aussi global sur le rapport entre justement les clubs et les nations et ces Oui, oui. compétitions-là. Moi, ça me dérange de voir par exemple que beaucoup de joueurs états-uniens parfois font l'impasse sur la Gold Cup en disant Hum, vouloir se reposer, même si c'est une compétition qui est en dehors de leur période de compétition en club, disent que ben non, on préfère être prêt pour la préparation avec notre club pour la saison suivante. Ça me dérange énormément et je pense que il y a une espèce eurocentrisme qu'il faut absolument discuter et de faire face parce que c'est la même chose sur les faits que la première ligue avait bloqué des joueurs argentins et brésiliens dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc il faut mettre en place un calendrier qui correspond à tout le monde, qui permet de valoriser chaque compétition. Que les Européens pensent qu'ils veulent sur l'Afrique, c'est bien leur problème. Mais d'un point de vue global, mondial, que chacun puisse avoir ses compétitions, les valoriser et qu'on s'arrange pour que chacun justement puisse en profiter. Oui, et écoute, ça boucle la boucle parce que quand je te dis que ça amplifie, c'est que là, tu as les moyens quand tu es une nation ou une organisation européenne de te cacher derrière, de te cacher, c'est légitime, mais la santé, la sécurité des joueurs, là, tu as des leviers à activer, alors qu'avant, c'était juste un sentiment que tu ne pouvais pas exprimer tout fort parce que ce ne serait jamais passé d'un point de vue social puis d'un point de vue communication. Mais là, tu es capable d'activer ces leviers-là. Bref, on n'a pas fini de jaser de ces dossiers-là. Euh, je veux parler de Sergio Agüero en terminant le bloc en temps additionnel. Juste avant, euh, si tu as un ou deux moments marquants de l'année 2021, écoute, ça peut tirer dans tous les sens, que ce soit en équipe nationale, que ce soit ici au Canada, ailleurs sur la planète, en club. Les premières choses qui te viennent en tête, c'est quoi? C'est le Canada. C'est Dans le, son le- le ensemble. Canada. Ouais, non, c'est dans son ensemble parce que les deux équipes nationales, pour des raisons différentes, sont sur la map, pour reprendre l'expression. Je crois que ce qu'ont fait les féminines, qui n'étaient pas attendues, qui devra peut-être être prouvé durant la prochaine Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et Australie. C'est un moment qui est très fort et très significatif pour le football féminin. Et pour l'importance qui lui est accordée, je crois que toutes les joueuses l'ont très bien compris et continuent à battre le fer tant qu'il est chaud, notamment Stéphanie Labbé, dont je vous invite à suivre le compte sur Twitter, qui prend tous ces enjeux-là et qui sait que c'est un moment très clé pour le développement du football féminin. Donc, ce qu'ont réussi les filles aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est un très grand moment. Et puis, chez les masculins, ben, voilà, on a enfin une équipe nationale compétitive qui va faire rêver de nombreux enfants et adultes, qui est capable de te ramener 50 000 personnes je sais pas moi combien de degrés du côté d'Edmonton, et qui voilà, fait tellement de bien par rapport à tout ce qu'on sait qui existe dans la culture foot canadienne et qui est peut-être pas assez mis de l'avant
au Canada et aussi comme aux yeux du monde entier. Donc c'est un boost incroyable chez les garçons et donc voilà, pour moi c'est Canada qui marque mon année soccer d'un point de vue voilà local. Et tu sais quoi? Moi, j'ajouterais à ça aussi la nomination de Ryan Wilkinson à la barre des Thorns de Portland avec comme boss, comme DG, Karina Leblanc, son ancienne coéquipière en équipe nationale canadienne. Pour moi, je imagine le message que ça envoie, ça, aujourd'hui, à des jeunes, tu sais, les Julia Grosso, les Jesse Fleming, peut-être les moins jeunes aussi, peut-être même des filles qui sont même pas en équipe nationale. Je pense à Jessica Silva qui coach une fille de Montréal qui coach en France. Ces filles-là, vous commencez à voir des Canadiennes qui ont du succès à tous les échelons. Sur le terrain, tu vas en avoir dans le coaching, tu vas l'avoir dans des postes de management. Là, tu as peut-être des filles qui vont dire, tu sais quoi, moi, je vais aller à l'université et je vais étudier le management. Je vais aller en administration, je vais faire le management sportif parce que je veux me lancer là-dedans. La conversation qu'il y a, puis là, je suis en train de mêler les dossiers, mais à quelque part, c'est une grosse conversation dans laquelle l'équipe nationale féminine du Canada s'insère. On parle de femmes potentiellement DG du Canadien de Montréal. Écoute, tu nous aurais dit ça il y a 6 ou 7 ans, tout le monde aurait ri, là, mais c'est montré à quel point, dans la dernière année, mais surtout sur les dernières années, on a avancé dans la perception de ce qui est possible et même de ce qui devrait arriver. Et je me mets à la place de filles qui sont chez les moins de 15, les moins de 17 du Canada en ce moment. Je regarde puis je dis, hey, il y a des Canadiennes qui ont du succès partout, dans toutes sortes de types de postes. Moi, je ne suis pas obligé d'aller faire un autre travail, entre guillemets. Une fois que j'ai terminé ma carrière, je peux rester là-dedans parce que c'est plus seulement un monde d'hommes. Je sais qu'il y a encore énormément de travail à faire, mais là, tu viens d'ouvrir une porte majeure, puis je pense que tu fais bien de souligner la contribution de l'équipe nationale. Et après, c'est tout ce qui va venir se greffer à ça. Pour moi, je ne peux pas faire autrement que de penser que Ryan Wilkinson, c'est pas ça qui fait en sorte qu'elle se fait engager à Portland. J'ai eu l'occasion de lui parler à la radio. C'est une fille super intéressante. Elle a de la drive, elle a des convictions, mais elle profite aussi du brand Canada en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui sont capables de surfer là-dessus. Et je dis le mot surfer dans le sens le plus positif du terme, parce que c'est une opportunité à quelque part pour tout le monde, chez les garçons comme chez les filles. Moi, juste un moment qui, tu sais, quand on se posait la question avant l'émission, des moments marquants, le parcours du Danemark à l'Euro, après ce qui est arrivé à Christian Eriksen, il est tellement arrivé d'affaires en 2021, que ce soit ici, en Amérique du Nord, à Montréal. L'Euro, tu sais, à quelque part, c'est un rêve un peu flou, là. J'ai l'impression que c'est un gros brouillard, mais ce match-là suivant, le deuxième du Danemark, écoute, l'émotion, l'ambiance qu'il y avait. C'est une équipe qui aurait pu dire, tu sais quoi, on n'est pas intéressé, on arrête, on vient de vivre quelque chose. Il y a un de nos coéquipiers qui est littéralement mort sur le terrain. On a réussi à le ramener, mais être danois dans ces moments-là, tu n'oublieras jamais ça. Je comprends qu'en 92, tu l'as gagné le tournoi, mais je pense que ça, c'est quasiment encore plus grand comme moment parce que toute la planète l'a partagé avec toi. Puis c'est vraiment quelque chose qui va me rester en tête pour 2021. Avant de passer au sujet chaud, parce que le temps file, Sid, je voulais parler de Sergio Agüero en dernier parce qu'après, il y a une question qui vient là-dessus. Retraite d'Agüero, lui qui était passé au FC Barcelone, qui avait fini une brillante carrière. Il a marqué quoi? Plus de 180 buts en Premier League pour Manchester City. D'abord, qu'est-ce que tu as pensé en apprenant que ça allait être une retraite définitive en raison de problèmes je ne sais pas si on peut dire de santé, là, de troubles cardiaques. Et est-ce que tu penses que ce gars-là va avoir sa juste place dans les livres d'histoire? J'ai l'impression que c'est un gars qu'on considère comme pas à sa juste valeur parce qu'il est à côté de Lionel Messi. Peut-être parce qu'il n'était pas exubérant comme Cristiano Ronaldo. Je ne le mets pas dans la même catégorie que les deux, mais c'est un gars plus réservé et c'est une machine à marquer des buts. Oui, 100%. Puis bon, moi, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est le problème cardiaque qui a été révélé et qui souvent arrive lors des visites médicales d'un joueur lorsqu'il change de club. Lilian Thuram, lors de son transfert de Barcelone au Paris Saint-Germain, avait dû prendre sa retraite pour un myocarde, je pense, qui avait été détecté. Et tu te dis, mais attends, mais s'il n'y avait pas de transfert, qu'est-ce qui serait passé? On n'aurait jamais su. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément pour faire du pouce avec Christian Eriksen, vu qu'il n'a pas le droit de jouer avec un appareil type pacemaker.
striker. L'Inter et lui vont en Serie A. C'est une règle en Serie A. L'Inter et lui vont arriver au terme de son contrat. Et cette détection là, de ces problèmes de santé, moi, ça m'intrigue énormément. Donc, la première chose que je mets dans ma liste, c'est ça. Et la deuxième, c'est vrai, effectivement, tu as tout à fait raison. Je pense que moi, j'ai noté 260 buts pour Agüero. Je pense que c'est toute compétition confondue. C'est un joueur qui a dominé à l'Atlético, à City, qui vraiment est sûrement le plus grand joueur de l'histoire de Manchester City. En tout cas, comme tout aux côtés de David Silva et des compagnies qui sont dans l'imaginaire collectif, très très haut dans la hiérarchie de Manchester City. Mais il va avoir sa statue, c'est une évidence, c'est le but, le Agüero qui change un peu la trajectoire de Manchester City, qui lui permet vraiment, comme avant l'ère Guardiola, de devenir le club qui pouvait être avec les moyens qu'ils avaient, et qui a permis en fait maintenant à City, depuis maintenant 5 ans, d'être dans cette espèce de big two avec Liverpool. Mais à cette époque-là, c'était vraiment d'aller chercher Manchester United. Et je pense que Agüero, oui, n'a pas le charisme des Thierry Henry, des Didier Drogba, des Alan Shearer, même des Michael Owen, et fait en sorte que il est peut-être pas autant considéré dans son empreinte sur la première ligue que ses top attaquants, et puis qui est pas aussi, par exemple, comme un qui a pas vraiment beaucoup de charisme, c'est Harry Kane, mais qui en tant qu'anglais est extrêmement hypé par tout le système médiatique. Mais concrètement, sur les chiffres, c'est fou. c'est incroyable. Je pense que c'est extrêmement banalisé, mais il est simplement incroyable. Et statistiquement, c'est le meilleur buteur étranger de la première ligue. Ça veut dire quelque chose. Comme tout joueur de Manchester City, il souffre de cette absence de titre d'un point de vue européen. Il y a cette finale qui vient très tardivement, mais dans laquelle il est pas acteur majeur, cette finale-là. Et je pense peut-être que ça joue sur cette espèce d'imaginaire collectif, qui fait en sorte que justement les Henry, les Drogba de ce monde sont considérés comme des intouchables parmi ces attaquants de première ligue. Donc Agüero, non, c'est un très grand. C'est vraiment très dommage ce qui lui arrive, très jeune, 33 ans, de prendre cette retraite-là. Je pense qu'en plus, dans le style de jeu de Barcelone, et de la Liga en manière générale, je crois qu'il aurait pu encore très bien contribuer, un peu comme le fait Suarez du côté de l'Atlético. C'est des joueurs qui puent le but, la surface de réparation. Et c'est très dommage, très triste. Mais un très grand de la première ligue, qui peut-être n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais je vais pas non plus dire sous-coté, parce que c'est complètement faux de dire ça. Non, Mais non. le problème, c'est quand on voit à qui les comparer, c'est des tels soleils que c'est compliqué d'exister à leur côté. Puis, ils ont des fanbases hystériques aussi. Et ce qui est d'autant plus impressionnant pour Sergio Agüero, c'est qu'avant l'ère Guardiola, il y en a des coachs qui sont passés à Manchester City. Et lui a toujours été une constante, qui a été capable de s'ajuster. Et à quelque part, tu me diras que lui, son pain et son beurre, c'est dans la surface de réparation. Oui, c'est vrai, mais il faut quand même que tu cadres dans un système, que tu t'entendes avec le coach, que tu ne sois pas mis de côté. Et lui a été capable d'être pertinent de règne en règne et de continuer à marquer dans chacun de ces règnes-là. On va passer au sujet chaud. La première question touche un peu à ça. C'est celle de Philippe Trahan qui dit on va voir combien de crises cardiaques sur le terrain. Dans le fond, moi, ce que je lis dans cette question-là, c'est ce qu'on voit en 2021. Je parlais tout à l'heure de Christian Eriksen. Là, il y a le problème de Sergio Agüero qui se passe, comme tu l'as dit, dans un examen. Ça ne se passe pas sur le terrain en tant que tel, mais en Angleterre, là, au cours des derniers mois, il y en a des gars qui tombent à l'entraînement, qui tombent en cours de match. Est-ce qu'il y en a plus, à ton sens? On n'a pas les données, là, mais ou est-ce que c'est le fait que ce soit par Christian Eriksen ou juste par la nature des médias en 2021, on en entend plus parler? Alors, je sais pas s'il y en a plus. Effectivement, j'ai pas les données. C'est sûr que moi, j'ai été traumatisé par la mort de Marc-Vivien Foé en Ah oui? 2002 ou en 2003, durant la Coupe des Confédérations, en France. Et je sais pas s'il y en a plus ou pas, mais est-ce que les moyens sont mis en œuvre pour éviter des drames? Oui, il y a des défibrillateurs sur les stades dans un certain niveau de compétition, mais maintenant cette prévention-là doit être systématisée, et que
que je sais que les examens médicaux en cas de transfert sont beaucoup plus poussés que ceux auxquels les Ouais. joueurs ont droit chaque En année. Ça, revenant c'est pour peut-être une saison, exactement. voilà, tout à fait. Donc, c'est des choses qui sont peut-être à systématiser et aussi, bon, ces fameux nombres de matchs qui est joué, qui forcément rentrent dans l'équation, sur à quel point on tire sur l'élastique pour la forme physique des joueurs. Donc, tout ça, tu as considéré. Et puis après, ça, sur le deuxième aspect, j'en doute fortement que ce sera considéré. Les enjeux financiers font en sorte que là, avant de prendre l'émission, je vois qu'il y avait le tirage au sort de la Ligue des Nations 2022-2023. J'ai dit, ah oui, wow. Donc, enfin, du foot. Donc, je crois pas que il y aura une évolution par rapport à ça. Mais bon, idéalement, que les clubs soient peut-être un peu plus proactifs pour assurer la santé de leurs actifs, hein, pour rester dans cette logique financière. C'est important. Monsieur Foot nous pose une question et nous ramène dans le giron du CF Montréal. La question est la suivante. Est-ce que la question d'un départ potentiel de Samuel Piette se pose en ce moment chez le 11 Montréalais? Non. Je vois pas pourquoi elle se poserait. C'est un rouage important de l'équipe sur et en dehors du terrain, et aussi sur le terrain surtout, parce que parfois quand on dit en dehors du terrain, c'est comme si on minimisait ce qu'il pouvait faire sur un terrain. Puis je veux dire, Wanyama, c'est certain que c'est sa dernière saison. C'est pas possible dans le modèle d'affaires montréalais de pouvoir avoir un contrat comme celui de Victor Wanyama, et donc je vois pas. Enfin, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied de considérer le départ de Piette, sachant qu'en 2023 tu n'auras pas Wanyama et que t'as pas Piette. Donc enfin, je dis pas qu'il n'y a pas d'autre milieu central sur la planète, mais je vois pas la logique de considérer un départ de Samuel Piette. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que là, particulièrement un an après le départ de Thierry Henry, tu vois à quel point c'est une anomalie, le contrat qui a été donné à Victor Wanyama. C'est un gars que Thierry Henry voulait aller chercher. D'un point de vue sportif, c'est tout à fait légitime. Mais les 3 millions que tu donnes à un milieu défensif, tu regardes le reste de l'effectif, comment il est construit, les contrats qui sont donnés, les durées, ça n'a aucun sens. C'est complètement à l'inverse de ce qu'Olivier Renard a tendance à donner. Donc, je suis d'accord avec toi. Peut-être que tu fais la prochaine année, mais après, c'est sûr que soit tu te tournes vers quelqu'un d'autre ou tu redonnes encore plus de place à Samuel Piette. Et juste pour conclure là-dessus, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, en 2015, tout le monde disait que Patrice Bernier était fini. En 2017, ils ne sont pas au même stade dans leur carrière, là, mais je pense qu'on a souvent cette idée-là qu'un joueur local, à partir du moment où il est dans une phase ou une année où il joue un peu moins, il fait moins partie des plans, il y a quelqu'un d'autre qui est plus performant, bien là, il faudrait réfléchir à soit carrément tirer la plug ou il devrait s'en aller ailleurs. Mais il y en a des courbes comme ça là, où tu joues beaucoup, tu joues un peu moins, tu joues davantage. Et Patrice Bernier, 2 ans après cette période-là, où sous Frank Lopas, on se disait, il est fini. Moi, je me rappelle, c'était fou. Là. Tout le monde disait, il n'est pas capable de jouer, il est juste là parce que c'est un gars local, il est juste là pour le marketing. En 2017, tout le monde disait, ben, t'es pas capable d'en jouer une autre année en 2018, il me semble que ce serait le fun. Et là, il fallait poursuivre sa carrière, alors que 2 ans plus tôt, il fallait le garrocher au vidange. Bref, je suis d'accord avec toi. Patience dans le cas Samuel Piette. Il y a Nick Brin ou Brin maintenant qui nous demande, pensez-vous voir plus de mouvements pour le mercato du CF Montréal au cours du mois de janvier, ou est-ce qu'on restera plus conservateur? Tu as répondu en partie à ça tantôt avec ta liste d'épicerie. Ceci dit, est-ce que tu t'attends à des mises sous contrat qui vont saisir l'attention, ou est-ce que c'est une genre de construction qui se fait plus en vague de fond pour Olivier Renard? En vague de fond, parce que finalement, il y a eu beaucoup de signatures de contrats. On l'oublie, mais de Oui. nombreux de ces joueurs étaient en prêt, et donc on a validé les options, ou je sais pas quels sont les bons termes, mais, Ouais. c'est ça. Donc c'est vrai que c'est pas considéré comme une signature d'entre-saison, mais c'est quasiment le cas du côté du CF Montréal. Donc ça, il faut le considérer. Maintenant, capter l'attention, c'est oui, parce que dans le réseau de Renard, on a souvent des joueurs dont on n'a jamais entendu parler avant qu'ils arrivent. Donc à ce titre-là, oui. Sur l'idée de joueurs désignés à très fort potentiel marketing, voilà, disons ça comme ça, non, ça j'en doute. Encore une fois, d'accord avec toi. Il y a Plateau FC qui nous demande qui fera le top 4 en Premier League. Est-ce qu'il y a de la place pour Arsenal? Au moment où on se parle, c'est Manchester City, premier avec 41 points. À 37, il y a Liverpool. 1 point derrière, c'est Chelsea. Arsenal est loin derrière, en 4e place pour le moment, à 29 points.
Et les places européennes se concluent avec West Ham qui est en 5e place devant Manchester United et Tottenham. Est-ce que beaucoup de la réponse qu'on pourrait donner va se jouer sur le marché des transferts de janvier, tu penses, ou c'est sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant cette saison? Non, je pense pas que ça bougera beaucoup dans ces équipes-là. Je crois que elles ont quand même pas mal investi, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, ça va dépendre. Comme pour moi, comme Conte, c'est un transfert du côté de Tottenham. Mhm. United, s'ils pensent que la réponse est dans le marché des transferts, alors là, genre, je tombe de nu parce que avec tout ce qu'ils ont fait durant l'été, c'est largement suffisant. Ouais, ce sera une belle autre bataille pour la 4e place parce qu'elle est directement qualificative pour la Ligue des Champions. Même Mhm. si bon, genre comme elle va m'intéresser plus ou moins parce que la bataille entre les 3 premiers est d'un tel niveau que c'est ça que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Ce sera intéressant. Les équipes ont tous différentes choses à offrir et peut-être que West Ham d'ailleurs ce sera peut-être même la surprise du chef, je sais pas. Mais non non je pense que United a tout ce qu'il faut pour être au moins 4e et voire plus si justement si Ralph met en place son game pressing. Des blowing bubbles en Champions League. Moi, ça, je paierais pour être à Londres pour un match comme ça. Dernière question, c'est celle de Normand Ouellet qui nous demande Santos Laguna, la revanche. Quels sont les postes à combler pour avoir une chance? Encore là, on y a répondu en partie tout à l'heure, mais moi, je suis curieux de savoir à quel point le fait de commencer en Ligue des Champions est une influence ou absolument pas dans ta construction d'effectifs pour 2022. Ouais, c'est une bonne question. Comme moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que le plan d'Olivier Renard et de Wilfried Nancy, il dépend pas de ça. Et en même temps, je pense qu'ils avaient pour objectif de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, Mhm. si on prend en considération que eux se voient en Ligue des Champions, c'est pas une surprise qui tombe de nulle part dans leur planification d'effectifs. Donc, non, ils veulent être compétitifs pour chaque match. Et je crois pas que ça change quoi que ce soit. Je crois même pas que ça attire aussi Les des joueurs. joueurs. Il faut peut-être non, je pense qu'il faut la gagner peut-être à plusieurs reprises pour dire aux gens que c'est peut-être un facteur dans leur décision de venir à Montréal. Donc non, moi je crois pas que ça change quoi que ce soit vraiment dans la planification du CF Montréal. Je sais que ça peut être un peu décevant de dire ça, mais plus spécifiquement à choisir dans tous les postes que j'ai dit, moi j'irais plus vers un ailier. Donc tantôt je parlais plus d'un piston ou ailier, je savais pas trop, mais il, peut-être qu'il me manque un petit peu quelque chose, hein, comme quelqu'un qui est capable de pouvoir aller mettre un peu de bordel offensivement du côté du CF Montréal et c'est ça qui pourrait aider énormément cette équipe-là contre les Mexicains. Mais globalement, je pense que c'est mentalement que ça va se jouer. C'est dans la tête, Ouais. la capacité de garder son focus, de pas jouer le jeu, même si voilà, c'est moins cliché que ce qu'on peut croire hein, du côté mexicain, mais ça va beaucoup jouer dans la tête et des détails. Ça, il faudra savoir, parce que si on mène au score, de savoir perdre du temps, de Mhm. savoir gérer tes efforts, etc. Donc, pour moi, ça sera la grosse différence, si c'est pas un fameux ailier qui arrive. C'est drôle, j'ai l'impression de t'entendre décrire tout ce que l'équipe nationale du Canada a bien fait dans son parcours jusqu'à maintenant. Oui, C'est de la c'est vrai, gestion que c'est l'équipe vrai. faisait pas bien dans le passé, alors que là, mentalement, on est capable de se présenter à l'Azteca puis avoir la confiance d'aller chercher un résultat et on déjoue pas, on est capable de rester fidèle à sa propre ADN. Et juste en terminant, dans le fond, tu parles de Ligue des champions, CONCACAF, au Stade olympique, à Montréal, euh, un ailier. Tu es en train de me dire qu'il faut aller chercher Deli Duka? Non, pouf, non, Il avait mais été je pense bon que avec des champions. Il avait été mais bon. effectivement, il est très bon. Romero aussi, hein, comme on parle d'ailier qui avait fait des grosses différences. Oduro aussi avait fait. Non, c'était une année où tout le monde avait été assez remarquable avec des champions. Je sais pas. En tout cas, je leur souhaite un parcours, du moins en tout cas une belle prestation devant leur public, sachant que le match c'est le deuxième, c'est le match retour. Mhm. Donc déjà là, le match aller aura donné la tendance. Donc c'est une belle affiche, et c'est bien pour partir une saison de 2022. Il faut bien faire, il faut
aussi se révéler. Moi, je me souviens, on n'en parle pas beaucoup, mais à leur dernier passage en Ligue des Champions, j'étais agréablement surpris justement du caractère d'un Kyoto qui tout de suite m'avait bluffé par rapport à ce que j'entendais de lui de Houston. Je m'en souviens plus qui il jouait dans le premier match de Ligue des Champions, mais ça m'avait beaucoup marqué. Je me dis, cette équipe-là se marque pas sur les pieds, il y a du caractère, c'est intéressant. Donc voilà, peut-être que on va trouver des choses comme ça aussi le 22 février. Et petit commentaire éditorial en terminant. Maintenant que Mustapha Kizza est reparti, le numéro 12 est libre. Est-ce qu'on peut redonner, s'il vous plaît, le 12 aux supporters? On l'avait enlevé, ce maillot-là, à Eddie Sebrango, qui était revenu avant le passage en MLS, qui a été sorti de la retraite, qui est venu te donner un coup de main. Tu lui fais enlever son maillot numéro 12 devant tout le monde lors du match d'ouverture contre Chicago, devant 51 000 personnes. Tu mousses la garde, le 12e joueur. Puis là, tout d'un coup, quelques années plus tard, c'est Mustapha Kizza. Puis je ne veux pas manquer de respect aux gars, là, mais de tous les gars qui sont, je ne sais pas, qui devraient te laisser indifférent de par leur profil de ce qu'ils amènent comme personnalité au club, c'est à lui qui donne le numéro 12. Là, on peut-tu juste revenir en arrière, s'il vous plaît? Là? On parle de ne pas effacer l'histoire. C'est pour que ce ne soit pas un gimmick marketing. Tu reviens en Ligue des Champions. Souviens-toi le gros tifo avec le 12 dessus. Il est arrivé quoi avec ça? Puis je pense que ce serait honorer d'abord ce que tu avais fait, honorer tes supporters, leur redonner leur juste place et honorer Eddie Sebrango. Si tu étais pour y enlever son numéro 12, là, je sais que les joueurs, des fois, sont particuliers avec les numéros qu'ils ont. On peut-tu pas l'avoir fait pour rien puis que ça se ramasse sur le maillot d'un Mustapha Kizza ou du prochain qui le remplacera? C'était mon édito pour finir ça avec une belle note de temps des fêtes. Et d'ailleurs, Sid, je te dis un gros merci. Ça a été une super année encore une fois avec toi. Malheureusement, Jean n'est pas là pour partager cette dernière émission de 2021 avec nous. Et je te dis un gros merci. Je sais que pour moi, c'est un grand plaisir de partager cette heure-là avec toi à toutes les semaines. Et je te souhaite un super temps des fêtes à toi et ta famille. Merci beaucoup, Oli. Le plaisir est partagé et puis j'ai très hâte à l'année prochaine parce qu'il y aura beaucoup de football, une année de Coupe du Monde, donc je suis déjà très excité. Et on vous souhaite à vous un excellent temps des fêtes, chers auditeurs. Merci de passer une heure avec nous à chaque semaine. On est très reconnaissant de vous savoir à l'écoute, très reconnaissant d'avoir vos questions auxquelles on répond également à chaque semaine. Merci d'être là. Continuez de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.